Bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous accueillir ici pour ce duo, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est la première fois depuis bien longtemps que la Cité renoue avec ces débats en présentiel et ça fait beaucoup de bien. Les spécialistes du travail à distance et en visio disent que le débat d'idées, c'est ce qui passe le plus mal en visio. Donc, d'où notre tristesse jusqu'à présent. La deuxième raison, c'est que c'est mon premier duo en tant que présidente de la Cité. Et je suis ravie de découvrir ces débats. Je crois qu'ils sont très, très importants et j'espère pouvoir, dans les mois et l'année prochaine, annoncer un certain nombre de choses pour peut-être donner plus de place à l'architecture contemporaine dans nos programmations. Et la troisième raison, c'est tout simplement que le plateau de ce soir est très important et impressionnant. Vous connaissez ces duos mieux que moi, je ne vais donc pas en rappeler le principe, mais je voudrais souligner que tout est un peu différent d'habitude tout de même, d'après ce que j'ai compris, puisque par exemple, il n'y a pas une exposition avec des présentations d'objets des deux équipes, mais une installation commune qui a été faite et que le débat de ce soir, exceptionnellement, se déroulera en anglais, à l'exception de ce que je suis en train de vous dire, parce que je crois que c'était une demande des architectes. Donc ceux qui le veulent peuvent récupérer un petit casque à l'entrée. Et puis, ces deux équipes, je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils vont se présenter eux-mêmes, mais je voudrais souligner quelques points communs quand même. D'abord, une formation, vous allez me dire, ça n'est plus très original pour les architectes d'aujourd'hui, mais une formation très internationale, puisque pour Arno Brandthuber, il est passé par Darmstadt et par Florence. Pour Studio Moto, Gilles de Galex est passé par Grenoble, Montréal, Helsinki, et Yves Moreau par Bruxelles et Göteborg. Deuxième point commun, une approche très ouverte, très pluridisciplinaire, une sorte de refus des frontières, disons de goût pour les courants d'air, je pourrais dire. Et puis un troisième point commun, qui est un partage de certaines valeurs, notamment un accent mis sur un thème qui certes est devenu à la mode et particulièrement reconnu par le récent Pritzker, mais notamment cet intérêt et cette place donnée à la réutilisation, et puis cette capacité à décaler les points de vue qui m'a beaucoup intéressée dans votre approche, monsieur. Voilà, je ne vais pas ralentir et occuper plus de place que cela, et je vous souhaite une très bonne soirée dans cette agitation d'idées. Merci. Donc, comme on l'a dit, nous allons passer à l'anglais sans transition. Merci à tous d'être ici ce soir. Merci à toute l'équipe, en tout cas de la Cité, qui a eu la bonne idée d'organiser cet événement, comme à chaque saison, n'est-ce pas? C'est un véritable plaisir et c'est un endroit tout à fait exceptionnel, rare à Paris, comme on l'a dit, pour pouvoir échanger des idées dans le contexte européen. Donc, eh bien, comment allons-nous procéder ce soir? Très rapidement, je vais donc d'abord me présenter. Je suis Emmanuelle Chiappone-Piriou. Et puis, je vais présenter les cabinets, les studios, les réalisations. D'abord, pour donner quelques points d'accroche, pour montrer un peu leur programme, les philosophies, de façon à ce que cela puisse se dérouler lors de nos échanges. Et puis, on va pas mal échanger, je crois, en fait. Mais, quoi qu'il en soit, pas toujours directement des projets en eux-mêmes, parce que je pense que les deux cabinets ont des sites internet. Donc, si vous voulez regarder les projets, eh bien, ils sont mieux que ce qu'on pourrait vraiment présenter ici. Donc, alors, sans nous appesantir plus, je pense qu'une chose qui pour moi est tout à fait importante et qui vous unit dans une certaine façon, c'est le temps que vous avez pris pour pouvoir les lancer. Moto, vous avez commencé
votre cabinet, votre studio à Paris en 2003. Donc Gilles Delalegse et Yves Moreau, comme on l'a dit, après plusieurs voyages, itinéraires à travers l'Europe et pas forcément de l'Europe. Donc vous avez vraiment établi à partir de ce moment-là dans votre cabinet d'architecture. Et vraiment, je pense que peut-être le terme moto, je ne sais pas si je le dis clairement, ça veut dire la forme en finnois, mais ça donne l'idée qu'effectivement, il y a une sorte de résistance au discours anthropique, le discours médiatique, cet hyper-enthousiasme que la scène architecturale française n'a pas vu forcément depuis une vingtaine d'années. Donc cela vous donne une idée de développer une architecture qui n'est pas indexée aux impératifs médiatiques ou aux impératifs de production. On pourrait dire, mais quoi qu'il en soit, elle a été reconnue grâce à de nombreux prix très prestigieux, comme le Nouveaux Albums des jeunes architectes, qui est un prix national en 2008, mais également l'Équerre d'argent en 2016. Et donc, votre architecture fonctionne à travers des échelles, des programmes qui peut-être pourraient avoir une relation un peu plus pragmatique avec les contraintes économiques. Et également, j'imagine que vous avez un intérêt tout à fait énorme, particulier pour l'urbanité depuis l'Europe notamment. Vous avez participé à European 7 que vous avez remporté en 2003. Et Gilles, vous avez un PhD, enfin un doctorat, et vous êtes également un enseignant et vous développez également de façon parallèle au studio de la façon dont vos projets qui représentent en fait des silos, des marchés, peut-être même avec un abattoir que vous avez mélangé avec une piscine et avec un parking finalement. Donc, de façon tout à fait paradoxale, B+, vous êtes extrêmement jeune, on doit dire. Vous êtes à peine en train d'apparaître. Vous êtes un cabinet qui vient à peine de naître, donc vous vous trouvez à Berlin, vous êtes installé à Berlin. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes installé à Berlin depuis votre jeunesse, parce qu'en fait, je ne sais pas, en fait, je vous imagine, je vous vois comme la dernière sorte d'hybride qui a comme une bête hybride à plusieurs têtes, une hydre pourrait-on dire, avec plusieurs têtes, plusieurs mélanges. Et donc ce n'est pas forcément la version que vous nous proposez aujourd'hui n'est pas forcément la définitive. Et je pourrais peut-être m'avancer à dire que vous êtes avec Roberta Jucic et Arno Brandluber. Et ce B qui est plus, ensuite, c'est le plus qui est avec, c'est une notion que vous avez avec vous depuis un certain temps. Donc, ce sont des voix qui sont multiples, variées, qui remontent à vos premières collaborations avec Sam Kelp, qui lui-même était membre d'un collectif très connu, très célèbre, Hans Rucker Co. Et puis, il y a eu également Julius Krauss, Bernd Knies. Et à un certain moment, je ne vais pas donner tous les noms des personnes avec lesquelles vous avez collaboré, mais elles sont tout à fait, il y en a un certain nombre. Vous vous présentez comme un spécialiste de la disparition, je pense, et je crois que c'est assez amusant de le présenter ainsi, parce que c'est un processus permanent de désapparition dans le B+, qui est devenu une sorte de collectif et qui fonctionne à partir d'un nouvel endroit à Berlin, qui est donc le bâtiment de San Gimignano, après avoir passé un certain nombre d'années à Brunnenstraße, depuis que vous êtes arrivé à Berlin en 2006. Et puis très rapidement, pour dire que votre travail est très implanté, très enraciné dans la ville de Berlin. Il rentre également, il participe au débat qui a lieu à Berlin et il se matérialise dans de nombreuses choses, des films, des expositions, des manifestations, enfin je ne sais pas, même des publications, des shows et même une station de télévision, Station de Plus. Donc voilà, un certain nombre de choses dont on va parler. Tout cela est relié également à l'enseignement que vous faites à l'ETH à Zurich depuis un certain temps déjà. Donc nous avons maintenant présenté, disons, le paysage, la scène, on va dire. Et donc c'est la première fois donc, à la Cité de l'Architecture sur cette plateforme que nous avons une bonne collaboration, comme on l'a dit, une collaboration de cet ordre-là. Peut-être, alors pour commencer, pourriez-vous, dans une certaine façon, exprimer un petit peu le site où nous nous trouvons? Eh bien, fort bien. Je vais commencer. Écoutez, tout d'abord, nous avons pensé
ne faisons pas une exposition en soi, faisons-le ensemble. N'essayons pas de nous affronter. Et que pourrions-nous faire si nous ne faisons pas une exposition en soi, une installation? Donc nous avons pensé, bon, et bien ici, finalement, nous sommes dans une grande institution et ça pourrait peut-être même y contribuer, nous aider dans une certaine mesure. Alors nous nous sommes dit, comment allons-nous faire? Et je pense que le contexte du confinement, puis après l'arrivée de l'été, c'était un petit peu la rentrée dans une certaine mesure et là nous nous sommes dit qu'on pouvait contribuer à cette grande institution qu'est la Cité de l'Architecture, avoir une réflexion sur elle-même et nous avons regardé autour de nous, nous avons visité, nous avons compulsé les archives, nous avons pensé que peut-être nous pourrions penser à quelque chose qui jadirait, qui serait quand on s'habille un petit peu bien, quand on essaye de se faire peau, n'est-ce pas? Et c'est un moment où on prend un peu de recul, on se regarde un peu dans une glace et nous nous sommes dit on peut y aider, mais en fait nous ne connaissons pas aussi bien l'institution, la cité qu'elle-même se connaît, on va dire. Donc on va essayer d'apporter quelque chose et nous ne savons pas exactement ce qu'on va pouvoir choisir, mais peut-être simplement commencer et donner un peu cette base qui permette de partir sur un nouveau pied, cette base qui permettrait de lancer les expositions, la saison des expositions. Disons que ici, c'est un peu la forme de cette installation, c'était un petit peu d'organiser les choses. C'était un projet de design d'abord et puis par la suite, il a adopté plusieurs sens. Là, évidemment, le sens, la signification n'est pas si claire. Finalement, on pourra en discuter, bien sûr. On y a réfléchi a posteriori, tout en le construisant, finalement, en le réalisant. Et nous avons pensé que mais écoutez, finalement, c'est une non-exposition, rien que pour commencer ainsi, finalement. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière? Voilà. Encore plus en arrière. Revenez en arrière. Juste l'introduction, là, juste le premier, voilà. Donc, nous nous sommes dit, finalement, ça pourrait être un peu une carte, ou une étagère, quelque chose où on pourrait organiser les choses comme une zone tampon où on retirer les choses, les remettre dedans, où pourrait être également le symbole de la République, de l'État. En fait, cela peut, disons, revêtir plusieurs sens, plusieurs significations finalement. Donc, c'est très concret, donc cette grille qui a en fait avalé tout l'espace. Et peut-être pour en rajouter, nous sommes arrivés ici et normalement, nous les architectes, nous sommes en concurrence, n'est-ce pas? Nous essayons d'obtenir d'avoir des engagements, c'est la concurrence, d'avoir des contrats. Et donc, on est ici, de gagner des marchés. Il y a cette forme magnifique à l'arrière. Qu'est-ce qu'elle signifie? On appelle ça le half-pipe. Donc, ce half-pipe, donc maintenant, elle est coupée en deux. Et puis, il y a deux parties. Il n'y en a aucune qui lutte avec l'autre en tout état de cause. En fait, c'était le type de scénographie que l'on voulait pas, disons, un échange sanglant qui nous ramènerait finalement aux arènes romaines. Donc, on a commencé avec Zoom et puis on s'est dit, ce ne sont pas finalement de vrais salauds tels qu'on aurait pu les imaginer. Et donc, voilà, on a essayé d'apporter quelque chose. Et puis, on s'est dit que chacun pouvait y apporter un peu comme une auberge espagnole. Ici, c'est peut-être des premières installations où l'époque de la concurrence entre les architectes est déjà dépassée. Et ce qui veut dire également, lorsque l'on parle de son appellation, cela a commencé quand j'étais jeune, ma première participation à un concours, nous voulions avoir un thème sur l'humanité. Et puis,
fallait avoir vraiment si c'était le premier bâtiment donc pour l'humanité, où est-ce que cela va nous amener, ça sera même plus grand que Jean Nouvel, que les grandes étoiles de tous ces projets. Il s'est avéré que ce n'était pas vraiment le cas, mais en fait nous avons commencé un peu avec cette collaboration et en fin de compte je dois dire qu'après cette phase, je ne sais pas comment ça a commencé, mais enfin avec des super modèles, Kate Moss et des super architectes, n'est-ce pas? Peut-être est-il heure d'être vraiment, avoir notre nom qui disparaisse de ce jeu des noms d'hommes en général et commencer à quelque chose de plus collaboratif. Et c'est comme ça que nous avons commencé, bien sûr. Oui, c'est déjà commencé comme ça. Nous avons eu cet échange par Zoom une fois par semaine, passant d'un sujet à un autre. Nous sommes passés du Mont Blanc à l'incendie de Notre-Dame, jusqu'au ZAD, aux plateformes, pétrolières. Et réellement, nous ne luttions pas, nous discutions, nous échangions. Et on n'a pas du tout eu l'impression qu'effectivement, nous devions nous opposer les uns aux autres parce qu'il y avait vraiment cette rampe. Nous sommes arrivés dans cet espace et essayer de le rendre encore plus grand que simplement cette rampe et puis cette confrontation en face à face. Et puis, c'est devenu autre chose, quelque chose de beaucoup plus important, de plus grand et quelque chose qui est très intéressant. C'est que, dans une certaine mesure, ça s'est agrandi. Il y avait ce bâtiment, la qualité. Si on se rend compte que l'espace s'agrandit, et particulièrement lorsque l'on a cette confrontation entre cette espèce de grille et puis tout l'environnement, ce quadrillage avec les bâtiments, la nature qui devient réellement intéressante. Et effectivement, le bureau, enfin le cabinet, nous sommes 2. On a commencé avec 2, puis ensuite 3, puis on n'avait pas du tout l'impression qu'on commençait à lancer vraiment un cabinet quand on a commencé à travailler, parce qu'on travaillait sur des projets, comme tu l'as dit. Le premier, c'était avec European 7. Il y avait on était tous jeunes, il y avait de jeunes professionnels, bien entendu. C'est European. Au cours de l'été, effectivement, ou en soirée, on commence à travailler dans les cafés. C'est comme ça qu'on commence, effectivement. Et puis, on est passé d'un projet à un autre projet, mais sans réellement avoir eu l'impression d'ouvrir un cabinet. En fait, on s'est dit que peut-être d'ici 10 ou 15 ans, on ouvrirait un véritable cabinet. Mais peut-être, on n'est pas prêt encore. En tout cas, on prétendait qu'on était en train de présenter, on disait « Ah bon, allez, on va prétendre qu'on est en train de travailler avec quelqu'un d'autre. » Finalement, ça pourrait être intéressant. Donc, j'essaye de passer des images parce qu'il y en a une qui vraiment est liée à ce dont vous parlez. Je voudrais y arriver, je voudrais parvenir à la fin de cela parce que vous avez vraiment l'impression que c'est des espèces de super groupes dans les années 80 c'était deux groupes de musique, de rock qui étaient ensemble, c'était des super groupes. Mais la façon dont j'étais plus intéressée, si en tout cas j'arrive à passer les images, peut-être ce que nous cherchons, les images, il y a autre chose qui est intéressant dans l'exposition à côté de ce quadrillage, ce sont les écrans avec les mots et ce sont des mots qui apparaissent, les termes principaux qui apparaissent au cours des échanges. Vous pouvez les voir, vous pouvez suivre la conversation du début jusqu'à la fin grâce à ces écrans qui apparaissent. Effectivement, voilà l'image que je voulais vous montrer. Finalement, c'est un autoportrait de Super Studio où ils se représentent comme des compagnons de voyage. Ou, finalement, la question intéressante qu'il posait alors à l'époque, compagnon de voyage, compagnie di viaggio, vraiment. D'abord, ce sont tous des hommes, mais il y a quand même une femme, donc j'ai pensé que c'était intéressant pour ce soir. Mais comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs qui sont récurrents dans l'image parce que le groupe n'est pas une collection d'individus, c'est une histoire qui raconte, ils deviennent le caractère. Donc on s'écrit, on se raconte comme étant un architecte finalement. Dans ce qu'on a finalement et ce qui ressort de B+, c'est cette idée que l'on
parle avec une voix, vous faites entendre votre voix, même elle est très politique, mais vous restez vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas vous en tant qu'auteur, vous de cette architecture ou ces architectes célèbres comme il y a environ une décennie ou il n'y a pas si longtemps. Ça devient donc une question, disons, dont on parle, un lieu commun, disons, où on parle de la difficulté à être un certain type de personne dans le débat public aujourd'hui. Effectivement, nous sommes devenus pratiquement un seul bureau, non? Maintenant, au moment de la collaboration, la discussion que nous avons menée, nous étions conscients qu'il fallait que nous réunissions plusieurs choses. Arnaud a proposé que nous réalisions un livre et nous nous sommes dit, bon, ben, commençons à faire un livre et puis peut-être en fin de compte... on ne l'a peut-être pas encore réalisé, on n'a pas fait la connexion, mais on a fait un nouveau livre, effectivement. Et puis, si on regarde ce quadrillage, on peut le considérer comme un livre. Cela dépend du contenu. Si on le regarde comme un livre avec des pages blanches et on peut y écrire ce qu'on veut dans ces pages-là, peut-être que ça serait une métaphore dans une certaine mesure. Et c'est vrai que, tout comme... nos propres cabinets n'étaient pas marqués par la présence d'un auteur qui soit très prégnant. C'est aussi plus facile de pouvoir nous mélanger. Et vraiment, c'était très enthousiasmant dès le départ. Et l'aspect très positif de tout cela, c'est que tous les deux, nous avions ce souhait de faire quelque chose de différent. C'était une opportunité réellement qui s'ouvrait à nous. Mais plus, c'est une collaboration pour vous de collaborer. Pour nous, nous essayons d'intégrer tout. Notre bureau est plus un atelier, disons, ça ressemble plus à un atelier de façon à ce que tout soit à l'intérieur. Et par la personnalité de nos collaborateurs, c'est à une étape différente. Il faudrait que monsieur parle dans son micro, mais c'est très ouvert. Voilà pourquoi la collaboration avec... dans une certaine mesure, est très gaie, très joyeuse et très enthousiaste. Et je dirais même que ce qui est très intéressant ici, c'est toute la partie publique, le dernier moment, le dernier accord que nous avons, sur lequel nous sommes tombés, d'accord, vraiment. Et sur les écrans, il y a des mots qui attirent l'attention. C'est un peu un résumé de tout ce dont nous avons parlé. Mais il y en a eu tellement qu'on ne peut pas faire de résumé de tout ça. On ne pouvait pas revenir sur tout, mais il y avait beaucoup de contenu. Même, je pense qu'il y a eu trop de contenu, finalement, pour qu'on puisse le présenter, l'exposer. Donc, en fin de compte, on a montré la base, la structure. Vous voulez parler des 4G, effectivement, cette collaboration. Nous avons eu cette idée de combiner 2G en 4G, finalement. De 2G, nous sommes passés à 4G. Donc, nous avons 4 sujets différents. Et là, c'en est un où nous avons séparé les images avec le texte. Et d'un côté, nous avons Muoto. Et de l'autre côté, c'est celui de Brandl-Huber. Donc, c'est comme un livre d'images. Et l'autre, c'est un livre de texte. Et ça fonctionne très, très bien comme ça, qui est un peu un résumé de tous les projets. En fait, on peut tourner les pages et c'est une photo et puis une description. Et puis par accident, parce que nous n'avons pas changé les sites. Voilà, on arrive sur cette page qui, en fin de compte, on a eu le pipe, le pipe, en fait, où il y a Brandl-Huber et Muoto qui parlent l'un à l'autre. Mais là, ils collaborent ensemble dans un livre qui est un petit peu tête bêche. Alors, il y a un autre point dont je voulais parler. Je suis désolée, c'est une deuxième question un petit peu abrupte. Le client est une institution, c'est donc le public, c'est donc l'auditoire également à travers des institutions. Mais il y a toujours un jeu de pouvoir ici. Donc ici, avec le pouvoir où, lorsque l'on a des clients privés, d'autres clients publics, des commandes, et je pensais
à une question assez directe et peut-être un peu abrupte. Comment se fait-il que comment les architectes peuvent-ils traiter avec le pouvoir aujourd'hui? Parce que dans une certaine mesure, c'est au cœur de notre profession, n'est-ce pas? En tant qu'architecte, nous travaillons pour des clients, ou vous travaillez pour des clients, n'est-ce pas? Et puis, il y a toujours aujourd'hui ce souhait, ce désir, et peut-être que c'est quelque chose que vous retenez de la modernité, de sorte de mettre en question, en balance, réagir ou détruire de façon pour reconstruire, mieux construire autrement, différemment. Imaginez le monde dont vous avez peut-être remis en question les normes, la distribution, la répartition du territoire et dans une certaine mesure, moto à travers vos bâtis, vos constructions, la façon dont vous unissez certaines populations qui ne seraient pas nécessairement, qui n'habiteraient pas nécessairement des espaces qui seraient semblables. Peut-être que, voilà, c'est une question un petit peu abrupte. Est-ce qu'il y a une façon dont les architectes peuvent aujourd'hui travailler avec cela, avec ce pouvoir, contre ce pouvoir? Voilà, j'aimerais bien savoir quelle va être votre réponse. Écoutez, la réponse serait sans doute beaucoup trop longue. Peut-être qu'on va commencer ici. Donc, c'était une invitation à lutter l'un contre l'autre et puis on pourrait commencer avec une lecture différente de ce quadrillage. Là, ça serait celui de Jefferson en demandant un autre territoire, une autre terre. Et c'est certainement des institutions ici. Nous voudrions réclamer, nous voudrions exiger la terre ici. Nous sommes enchantés d'avoir été invités pour remettre en question cette première norme sur laquelle nous devrions collaborer. Mais il vaut mieux s'approprier des institutions. Il vaut mieux finalement, les prendre, dois-je dire. L'autre aspect, ce qui est... vous avez vu, vous avez entendu l'avion de chasse qui nous a survolé. En fait, c'était pour notre exposition, c'était pour ce vernissage, parce qu'il se trouve que votre président, M. Macron, était ici, dans ce bâtiment, il y a 2 jours. Il était fasciné par cette installation de ce nouveau grand projet. N'est-ce pas qu'il était fasciné, ce nouveau grand projet? Et c'est même lorsque nous étions là, et ils nous ont demandé de mettre encore plus de Chatterton ici, de noir. Donc c'est là où on a commencé à discuter avec lui, n'est-ce pas? Parce que on ne suit pas finalement les pas. Disons qu'il ne suit pas un peu la voie qu'avaient suivi d'autres architectes, d'autres présidents ailleurs dans le domaine de l'architecture. Mais on pourrait dire que c'est là le point de départ. Et ce n'est qu'en commençant à dire cela, et peut-être qu'on le reformule, et c'est pour ça qu'il a envoyé son avion de chasse pour cette vernissage. Donc nous allons déclarer que c'est le point de départ d'un nouveau grand projet. Mais donc, il y a un petit truc derrière tout ça, parce que dans notre pratique, bien sûr, que nous aimerions devenir encore plus connus que Rem Koolhaas, parce que c'était mon héros, bien sûr, il y a quelque chose qui a changé, au moins... Peut-être maintenant avec la deuxième partie de l'aspect glamoureux, en fait, glamour qui a été publié par le groupe de scientifiques rebelles. Cela nous renvoie à nos idées parce que mon matériau préféré, qui est le béton. Normalement, on dit que c'est quelque chose que l'on décrit comme étant triste parce que la texture même. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que la projection est en train d'inverser l'orientation, parce que ça signifie que nous devons vraiment travailler dans ce domaine et dans une certaine mesure avoir un sens, c'est-à-dire suivre une voie dans ce chemin. Et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes des collègues, donc j'imagine ce que font de fort bien les architectes, c'est de combiner des différentes tâches pour que, normalement, que de cela naisse une maison. Mais notre talent va bien au-delà de ça. Finalement, on peut penser aux choses ensemble, nous sommes capables de réunir des formes, peut-être qui sont non représentatives. Je vais vous donner un exemple ici. Dans notre cabinet qui nous a exigé la même
quantité d'énergie, de temps, d'argent, que la construction de n'importe quel bâtiment tout à fait moyen. Pour vous expliquer qu'on peut avoir des idées. Il y a eu un moment à Berlin où il y a eu un concours pour un nouveau centre d'exposition d'art temporaire. Et on a pensé une ruine dans laquelle le programme pourrait s'intégrer et qui deviendrait permanent à ce moment-là. Et il appartenait à la ville, en fait, à la municipalité. Ce n'était pas le site idéal, c'était au Tubelhaben, mais en fait, nous avons remporté ce concours et ils ont dit, bon, mais alors finalement, chères autorités, là, vous avez vraiment, vous avez le terrain nécessaire. Ah, non, nous l'avons vendu il y a 2 semaines pour pratiquement rien. Ça, c'était le type de politique qu'il y avait à Berlin. Berlin était une ville pauvre. Ils devaient rembourser et donc ils payaient ils vendaient tout ce qui avait été inventorié, finalement, les bâtiments publics, les bâtiments qui appartenaient à la municipalité, les écoles, ils les vendaient parce que la ville connaissait un déclin. On a dit, c'est complètement stupide. Donc, comment pourrait-on faire face à cela en tant qu'architecte? Comment pourrait-on construire un bâtiment qui aurait un argument sur cette propriété? Donc, on a lancé une campagne, finalement, une campagne extrêmement simple, 8 semaines avant les élections. Donc, on se retrouve exactement dans la même situation à l'heure actuelle, mais on gère la situation différente. Et on a demandé aux responsables des partis à Berlin ou de l'État, la Fédération de la République allemande, nous avons donc demandé aux responsables des partis qui, s'il est élu, proposerait d'autres pratique, c'est-à-dire de cesser de vendre les biens de l'État, que ce soit des bâtiments publics ou la maison. Les libertariens diraient bien entendu que nous voudrions appliquer cela. Les conservateurs ont dit « Ah oui, on pourrait y penser peut-être à l'avenir ». Mais même la gauche à l'époque a dit « Bon, c'est une idée tout à fait intéressante. Écoutez, on va y réfléchir et on en reparlera ». C'est-à-dire que finalement, tous disaient la même chose. C'est-à-dire que personne ne veut rien changer. Comment est-ce que moi, si je veux faire dans une démocratie qui soit représentative, si je voudrais voter pour celui qui va mettre un terme à cette pratique, eh bien je ne peux pas parce que je n'ai pas de choix finalement. Donc c'est une sorte de situation complètement indifférente. Et donc finalement, la première chose que nous avons faite, c'est que nous avons publié des lettres. On a dit, c'était des lettres ouvertes. Peut-être que personne ne nous écoute. On s'est dit, bon, on nous lit. On s'est dit, bon, en tant qu'architecte, eh bien, il faut peut-être vivre avec ça, avec ces lignes, avec ces couleurs. Et donc, on a des codes de couleurs donc les démocrates, la gauche rouge, les conservateurs bleus, les verts. Donc, et on a exactement les mêmes choses. On a des écrans avec les iPhones, avec tout ça. Et puis ensuite, nous avons pris cela, nous avons imprimé des milliers de posters avec ces couleurs et nous a donné des interviews pour marquer cette différence de la représentation publique. Et quelque chose s'est produit. Le premier journal a commencé à imprimer, disons, cet aspect, cette déclaration politique, on va dire. C'était très allemand, ce mélange de couleurs, c'était toujours un peu dérangeant. Donc, et au lieu de l'imprimer en noir, ça a été imprimé en marron. Et puis ensuite, on a imprimé que des pages marron. Et puis ensuite, nous avons donné cette espèce de code pour le rentrer comme écran d'accueil sur l'iPhone. Et c'est devenu une sorte de mouvement à la mode. Et quelque chose d'autre s'est produit. Cette femme âgée qui a dit qu'elle s'est préoccupée également du prix de l'appartement qu'elle habitait et elle avait peur que le prix augmente. Nous, on a fait une sorte de campagne autour de ça. On a imprimé finalement. On a fait toute cette campagne de posters autour de la campagne politique qui battait son plein à ce moment-là. Donc il y avait donc toute cette publicité pour ces leaders politiques. Votez pour moi. Mais il fallait trouver la raison, comprendre pourquoi on allait voter pour eux. Et cette femme âgée, avec cette amie, cette femme avait 75 ans, l'autre avait 70 ans, et elles l'ont
collées sur des posters existants et elles ont été arrêtées par la police parce que vraiment elles ont essayé d'échapper. Bon, en fait, toute cette machine s'est lancée. Et puis les activistes qui étaient à Berlin, il y avait un mouvement d'activistes qui était très important et ça existe encore à Berlin. Tout ça de la scène, bien sûr qu'on connaît, voulait se réunir et il y avait environ 600 activistes qui travaillaient avec tous les outils qu'ils avaient. Et au bout de 3 ans, le Liegenschaftsfonds toute cette politique de vendre en fait du bien de l'État, de la municipalité s'est arrêtée. Donc on a dit, est-ce que ça s'est arrêté grâce à cette campagne que nous avons lancée? Est-ce que vraiment arrêter cette pratique finalement de vendre, de le retirer au public, ou est-ce que de savoir, est-ce que cela change les choses parce que ça exige exactement la même énergie? Donc on s'est dit que même peut-être qu'en tant qu'architecte, on est capable de nous impliquer avec nos propres instruments parce qu'il n'y a pas de politique. Nous ne sommes pas des politiques, nous n'avons pas de voix. Nous avons commencé à faire des films comme Property Drama, on a commencé à collaborer avec différents organismes, c'est-à-dire mettre la question effectivement de la propriété sur la table et on a vu qu'un certain nombre c'était des thèmes qui avaient déjà été abordés il y avait plus d'une trentaine d'années. On voulait donner un exemple ici. C'est peut-être pas la réponse totale, c'est-à-dire décrire cette pratique, la décrire en tant qu'architecte. Ce n'est plus l'objet d'une architecture. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais en fait, cesser de le faire sous une forme verbale. On a le mot en allemand qui est architecture, mais on n'a pas le mot comme en anglais architecting. En français non plus, on n'a pas d'architecture et donc on ne peut pas utiliser de mots, on ne peut pas l'inventer. Donc on a commencé à lancer dans notre profession, il faut passer de l'objet, changer ce que nous faisons, la façon dont nous agissons, ce que nous pouvons apporter au discours public. Je crois que ce que vous venez de dire, c'est que vous avez adressé très concrètement, très en face à face les personnes, les politiciens. Je n'étais pas militant avant. Je viens de la campagne, donc je suis arrivée en ville. Mais vous êtes jeune là, mais même les personnes plus âgées ici, il n'est jamais trop tard. Alors, on va vous faire venir en France. Et il y a des élections en France dans 6-7 mois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que jeunes architectes? Est-ce qu'on doit s'arrêter de travailler sur les projets de maisons stupides, les commandes qu'on a en cours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, les logements, c'est jamais stupide. Mais c'était un exemple que je donnais. Il faut bien tout ce qu'on vive, il faut se rendre dans les sociétés pour lesquelles on travaille, il faut travailler, les choses normales de la vie quotidienne. Mais après un certain temps, je dirais qu'on peut commencer un nouveau grand projet. Il a commencé ici, les efforts sont venus, et ensuite on peut se demander quels sont tous les sens, les significations à ce grand projet. Vous aussi, vous avez une expérience, vous avez fait une exposition sur les migrations. Et ce n'était pas un mouvement politique, mais il y a ça venait d'une certaine condition, d'une certaine position. Oui, si on veut parler de Super Studio, mais d'après ce que je sais, c'est qu'il y avait des voix très claires. Et pour eux, l'architecture, c'était très sérieux. Il s'agit de récits, d'histoires, de films, d'installations. C'était quelque chose qui fascine, mais à la fois aussi qui compte pour rien. Et dans un certain sens, il remettait en question le jeu
auxquelles les architectes peuvent s'adonner aujourd'hui. Et peut-être ce que je voudrais ramener ici à la table, c'est le pouvoir des histoires, la puissance des histoires. Il y a le post-modernisme dans les paroles de Lyotard, c'était la fin des grands récits. Ces récits qui donnent une légitimité à nos institutions, à la science. Et là, on peut être d'accord là-dessus. Il y a ces récits religieux, scientifiques. Et puis ensuite, il y a eu la postmodernité, les technologies de l'information, les migrations, la globalisation, la mondialisation. Et donc là, le monde, tout à coup, change. Il y a beaucoup d'informations qui changent. Et ce qui me frappe, c'est que vous deux, vous soulignez l'importance de ces récits de façon différente, cela dit. Mais d'après ce que j'entends, d'après vos propos, vous voulez vous accrocher à quelque chose qui était la modernité, en essayant de recréer un lien à un grand récit qui pourrait aider à ne pas être sur un niveau de récit. Oui, il est tout à fait possible que Lyotard ait eu tort. Il a inventé le récit de la postmodernité. C'est un grand récit, non? Vous ne croyez pas? Il disait que tous les autres récits avaient disparu. Il a inventé, cela dit, un nouveau récit. Les institutions, elles ont toujours existé. Donc ce type de récit a toujours existé. Donc il ne s'agit pas d'être contre ou pour. C'est comme l'air que vous respirez. On vit dans ce grand récit. Super Studio et la recherche des objets, des thèmes qui sont aussi d'actualité. On l'a vu. Et c'est la même chose. C'est une continuité. Il s'agit de recréer un lien avec cette idée selon laquelle cette pause n'était pas une pause. Il y a toujours une continuité. On a parlé de cette institution, ce que cette institution représente. Ça dit quelque chose de ce qui est public, du terrain sur lequel nous sommes, de la condition dans laquelle nous sommes, des politiques publiques, de la démocratie, de la façon dont nous agissons et interagissons. Et nous, ce que nous fournissons en tant qu'architectes, ce sont des petits modèles, comme Super Studio l'a fait. Donc, parfois, on ne s'adresse pas directement à l'institution. Il faut qu'on leur parle comme ci ou comme ça. On n'a pas à dire ce que l'on pense. Chacun pense quelque chose de différent. Mais ce qu'on peut faire, c'est instiller des petites choses dans chaque projet qui disent quelque chose du monde que nous souhaitons avoir. Bien sûr, on peut être un petit peu critique. Sur ce projet, par exemple, je pourrais être critique. Moi, je peux lire dans ce projet quelque chose qui ne tient pas seulement à l'apparition. Donc, on pourrait donner des exemples de certains bâtiments, de comment on est arrivé à cela. Comment on est arrivé à cela. Il y a des récits et des narratifs qui sont ancrés, même si ils sont pas très présents. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. On parlait d'idées, des projets utopiques et de la réalité et de comment les deux s'imbriquent et créent un nouveau récit au final. Donc il y a une petite histoire avec un petit H et il y a la grande histoire avec un grand H. C'est le même mot donc en français, contrairement à l'anglais. Et ça, c'est l'histoire qu'on entend quand on est petit. Et pour nous, il n'y a pas de petite et de grande histoire, ou de petit et de grand récit.
Alors, la démocratie, on peut dire, oui, le meilleur modèle, c'est la démocratie parmi tous les modèles, génial. Mais ensuite, on se dit, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'architecture qui nous rende plus libres? L'architecture, c'est plutôt quelque chose qui contrôle les gens, qui permet de les enfermer dans quelque chose. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire, forcément. On veut pas mettre des gens dans des prisons. On veut les libérer, au contraire. Donc, comment ça se produit? On essaye. Et je crois que le problème, c'est que le process ne se déroule pas dans le bon sens. Il y a des décisions qui ont été prises il y a longtemps et donc ensuite le projet est une représentation du pouvoir. On peut se dire que l'architecture, c'est le moment où on essaye de remettre en question ce qu'est la démocratie, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on veut être libre? Donc parfois, l'architecture, c'est le moment où on débat de la démocratie. Et ça devrait être une question qui se trouve au début du processus et non pas à la fin, parce qu'à la fin, ça ne sert à rien. Nous, on est des designers. On conçoit des choses. Et là, on parle de pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Cette exposition, c'est 2 kilomètres de scotch noir. Et on peut se demander ce qu'on peut faire comme exposition à l'intérieur de ça. Donc c'est un appel à la réflexion sur l'architecture, une architecture pré-représentative, avant que l'architecture ne devienne un objet de contrôle et qui soit beau ou moche, peu importe. Est-ce qu'on peut penser à l'architecture comme quelque chose de préexistant, quelque chose qui frise dans quelque chose qui n'est pas démocratique. Alors vous voulez que l'architecture soit un lieu où on puisse discuter de la démocratie, mais aussi dans la conception des bâtiments. Comment vous faites des films, comment vous faites des bâtiments, comment vous avez fait votre chaîne de télévision, comment les personnes habitent sur le toit de Saclay et comment ils vivent dans Magasin 4. Mais ça, c'est différent. Ça ne dépend pas de vous en tant qu'architecte. Vous pouvez faire certaines choses, mais ensuite, il y a un moment où les choses ne dépendent plus de vous. C'est là, c'est lancé, le projet est lancé, il est ouvert. Est-ce que vous pouvez mettre en mots le genre de vie que vos projets créent? Ce qui est frappant, c'est que vous avez construit, reconstruit ou repensé les endroits dans lesquels vous travaillez et vous vivez. Donc les lieux que vous avez imaginés quand vous avez conçu, pensé, ce sont aussi des lieux qui sont politiques d'emblée, parce que ce sont des endroits partagés, des lieux partagés. Mais ça, c'est différent de quand les gens regardent votre film. Quand les gens regardent votre film, ce sont des spectateurs. Donc, ma question, c'est quel genre de type de vie vos projets permettent-ils d'obtenir? Alors, le projet de San Gimignano, c'est intéressant. C'est un vieux bâtiment. Et je crois que c'est drôle de dire que c'est notre projet, parce qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose. Il s'agit de revenir au récit. Ces 2 tours qui ont été renommées sur le nom de San Gimignano, il y a eu donc un nouveau récit autour de ces 2 tours, et tout le monde s'est beaucoup intéressé à ce projet. C'est un projet intéressant pour B+, parce que B+ est né quand on est passé de Brunnenstraße à San Gimignano. Et ce nouvel endroit, eh bien, beaucoup de personnes veulent
s'y rendre. Et donc là, il y a de nouvelles discussions qui se passent, qui se produisent parce que tout le monde veut s'engager, se demande ce que c'est. J'ai montré les photos à mes parents et ils m'ont dit, bon, on n'y comprend rien, mais bon, ok. Et on leur a montré des anciennes photos et des photos actuelles. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de différence pour nous, mais ça aussi, c'est l'architecture. Et l'architecture, c'est aussi ça, ce récit-là. Alors, il y a des amis qui viennent, des gens qui viennent, mais San Gimignano, si on se dit que c'est quelque chose où il y a des graffitis, qu'il y a de la poussière et autres, ben, ça devient quelque chose de très différent. Et les gens nous ont demandé si on était fous. On ne voudrait jamais vous donner de l'argent pour faire ce projet. Et ensuite, on l'a renommé San Gimignano. On l'a publié, le projet, dans des magazines d'art. Et des personnes nous ont dit, bah oui, on va investir dans votre projet, génial. Donc le dernier événement qu'on a eu, c'était la conférence des maires. La maire de Paris était là. Donc les maires des 10 plus grandes villes étaient là, du monde. Ils se sont réunis à Berlin. Et l'un des 6 lieux où ils se sont rencontrés, c'était San Gimignano, à Berlin. Ils étaient là, et donc là, on a une interprétation tout à fait différente. Ce sont les dirigeants du monde, enfin, les personnes qui prennent des décisions, qui sont là. Et donc, on sait que les choses prennent de la valeur quand on leur donne un nom. Donc, si les choses deviennent une réalité, la réalité devient pas aussi banale. Autre exemple, la Terrace House. Je ne vais pas revenir en détail sur ce projet, mais ce sont des espaces de 30 mètres carrés, avec peu de fenêtres. Donc c'est très bien pour les ordinateurs. Et pour sortir de là, eh bien, on peut soit aller à gauche, soit à droite de la terrasse. Il y a 2 escaliers. Ce qui fait dire qu'on ne peut pas bloquer sa terrasse, parce que tout le monde doit pouvoir aller à droite ou à gauche pour sortir du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une hétérogénéité qui est inscrite dans le projet. Il y a des petites chambres, des grandes chambres, certains coûtent plus cher que d'autres. Et socialement, d'ailleurs, il y a un mélange très intéressant. Mais ils ne peuvent pas mettre leur terrasse, ils ne peuvent pas les exclure des autres. Et donc, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de voir que certaines personnes se disent, bon, ok, ils font une soirée, mais ils n'ont pas de gin and tonic. Et donc là, il y a quelqu'un qui est dans une institution, qui arrive et qui donne du gin. Mais en fait, tout le monde n'aime pas ce genre de projet, mais les personnes qui aiment vivre là, ou les personnes qui aiment vivre plutôt recluses dans des communautés très fermées, ben, elles ne vont pas habiter là. Mais en tout cas, c'est une idée d'hétérogénéité qui est ancrée dans la conception de ce bâtiment et qu'on ne peut pas changer parce que ces 2 sorties, on ne peut pas les changer à droite et à gauche des terrasses. Donc, maintenant, il y a des expériences qui sont vécues dans ces bâtiments qui créent un élan concernant l'organisation de l'espace. Et cet argument de l'hétérogénéité est ancré dans le bâtiment. Si on regarde maintenant sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ces endroits, qui fument, etc. Bon, après, il y a la police qui vient. Mais il s'agit d'une transmission là.
On avait un projet, et peut-être que les choses sont très différentes, mais il s'agit toujours d'hétérogénéité. Personne ne veut construire un récit qui soit homogène. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut négocier, non? C'est que les espaces définissent le processus de négociation. Certains bâtiments ne sont pas programmés à l'avance. L'utilisation n'est pas prédéfinie. Et donc, il faut négocier cette utilisation. Oui, si on parle de Saclay, par exemple. Eh bien, en fait, c'est comme une grande étagère, avec beaucoup d'espace. Certaines étagères ont déjà des fonctions, d'autres restent non définies. Dans le concours, il y avait aussi un espace prévu pour l'exposition, mais ensuite on n'a pas eu l'argent, donc on n'a pas fait cet espace d'exposition. Mais il s'agit toujours d'une terrasse qui est au milieu des étagères, qui est vide. Et on pourra toujours faire quelque chose après. Et maintenant, c'est comme une zone tampon pour les étudiants avant qu'ils aillent à la cafétéria, au restaurant. Ils jouent au foot, ils traînent là, sur cet espace. S'il pleut, ça va parce que c'est recouvert. Mais ça fait partie de l'expérience du bâtiment. Et ce sont des personnes qui ensuite se rendent sur le toit. Et donc moi, je suis ravie de voir que une fois la construction terminée, une fois le terrain de basket construit, eh bien, en fait, les gens du coin, les jeunes du coin sont venus et ont commencé à jouer au basket. Et donc là, on s'est dit qu'on avait gagné. Parce que on se pose toujours des questions sur, par exemple, la taille d'un escalier. Un escalier très large, c'est pas une sortie, c'est une extension du terrain. Il y a quelque chose qui nous permette d'aller dans les étages supérieurs. Ça devient fonctionnel. Et donc, les personnes se rendent sur ce bâtiment et ont une expérience verticale du bâtiment. Et ils prennent ces escaliers pour aller d'un espace à un autre. Et le bâtiment fonctionne différemment en fonction du moment de la journée, de la période. Et donc c'est intéressant de voir cette confrontation d'utilisation, de circulation de personnes au sein du bâtiment. Je crois que les espaces vides, les espaces qui ne sont pas programmés, eh bien, en fait, ce sont des espaces très spécifiques, très définis. Les poutres, les escaliers, les colonnes. Et c'est aussi défini, aussi précis que l'escalier que vous avez décrit. Ça vous force à repenser comment on veut interagir avec autrui. Ça permet de mettre en question sa propre façon d'interagir au sein de la société. L'idée, ce n'est pas de définir un nouveau récit, c'est de forcer les gens à réinventer leur propre récit. Parce qu'on ne dit pas exactement comment vous devez interagir, mais vous allez devoir interagir à un moment ou à un autre. Avant d'atteindre le toit, vous devez passer dans tous les espaces. Et là, il y a donc des interactions. Il y a de la liberté. Dans cette approche, il faut expliquer quelque chose. Il y a à la fois du raffinement et de la solidité, de la robustesse. Pourquoi vous avez choisi ça? Je suis sûre que ça ne s'est pas produit par hasard. Donc pourquoi? Comment est-ce que vous avez fait cela? Comment ça s'est produit? Il y a à la fois ce raffinement et des choses très solides, très robustes, très denses. Parce que quand on réfléchit à un bâtiment, on voit le bâtiment dans son entièreté, dans son intégralité. Et nous, on s'est dit, bah là, il n'est pas entier, il n'est pas complet. Il n'est pas fini. Et donc, une fois que le bâtiment sera terminé, ben on aura comme une boîte en verre. Et nous, personne ne veut rentrer dans une boîte en verre. Donc on s'est dit, OK, on ne termine pas ce bâtiment. Et quelque chose surgira de là.
Comment ne pas terminer un bâtiment? Ça, c'est une vraie question qui revient à la première question de la transmission. Si ensuite, maintenant, quelqu'un vient avec quelque chose d'imprévu, avec une boîte en verre, est-ce que vous souhaiteriez toujours être l'auteur ou est-ce que c'est quelque chose qui est libre? La transmission comme ça du pouvoir, le contrôle, quand on commence un projet, et ensuite qui peut se produire. Si on arrive maintenant sur le projet, est-ce qu'on peut le changer? Bon, vous pouvez essayer. Mais ne le terminez pas, ne l'achevez pas. Faites quelque chose d'autre. C'était l'histoire, d'ailleurs, de tout ce quartier. C'est un quartier qui était en expansion. Donc nous, on n'est pas arrivé en premier, mais c'était l'un des premiers projets. Et on s'est dit, quelque chose va se produire, quelque chose d'autre va se produire. Et là, il y avait déjà un récit qui était commencé. Et donc on s'est dit, si on peut laisser de l'espace libre autour, imaginer une ville, ce qui est difficile, c'est de s'imaginer ce qui va suivre. Donc on ne décide pas, mais c'est le début, les prémices de quelque chose. Des prémices qui doivent être précises. Parfois, on doit être extrêmement précis au début des choses. Et puis, tout à coup, on dit, bon, ben voilà, ça y est, j'ai fini. C'est comme beaucoup de films. Vous savez, à la fin, il y a une fin très brutale et tout le monde reste en suspens. On ne s'attendait pas à ce que ça soit la fin du film. Et on reste comme ça, suspendu. Et ce sentiment de suspension, eh ben, c'est ce qu'on a essayé de faire là. L'architecture. Ah, ça y est, c'est l'architecture. Ah, non. Comment est-ce que vous conjuguez l'architecture? Vous dites, mon architecture, c'est ce que ce bâtiment pourrait être. Et le pavillon 2038 à la Biennale de Venise, que vous pouvez visiter. En fait, vous ne pouvez pas vraiment le visiter, c'est sur Internet. Mais vous l'avez appelé 2038. Et ensuite, vous avez raconté comment ça s'est produit. Puis ce qui s'est passé. Quand vos projets sont discutés de façon journalistique, on se dit que c'est toujours quelque chose de très abstrait. C'est géométrique. On dit que c'est inachevé, que ce n'est pas déterminé. Non, c'est très déterminé. Ce n'est pas fini, mais c'est déterminé. Il faut beaucoup de détermination. C'est ça pour les escaliers. Les escaliers, ils vont dans ce sens, mais en réalité, ils vont dans ce sens. Et cette étrangeté des escaliers... Bon, vous savez, en fait, la liberté, c'est jamais quelque chose qu'on atteint facilement. Si vous donnez de la liberté à chacun d'entre nous, eh bien, chacun d'entre nous fera quelque chose de différent. On ne sait pas quoi faire de cette liberté, finalement. Et pour parvenir à cette expérience, il faut être extrêmement précis sur certains dispositifs comme les escaliers. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce que vous faites avec vos bâtiments que vous construisez dès le début. Et vous, B+, vous trouvez des bâtiments et vous dites qu'est-ce qu'on pourrait faire là avec ces bâtiments qui existent déjà. Une autre histoire, un autre avenir possible, ou un autre présent d'ailleurs possible. Vous trouvez des lieux dans des lieux. J'ai une autre image que je voudrais regarder. Alors, Kefare, par Maria Merz. Que faire, donc? Et là, la naissance de Vénus, cette idée de la création, une divinité incroyable qui sort, qui arrive de rien. Mais ce qui est intéressant, c'est son arrivée sur Chypre. En fait, elle est déjà née, elle est belle, elle est magnifique.
Et elle est puissante. Il y a tous les éléments, toutes les ressources dont on a besoin. Mais ça, c'est quelque chose qui me frappe. Parce que vous, chez Muoto, vous parlez de trouver des lieux qui ont existé, de pouvoir recréer des espaces qui pourraient être. Et ça dépend de l'histoire politique, des réglementations, des normes. Vous trouvez les ressources pour produire quelque chose qui existe déjà. Mais tout est déjà là, non? C'est quelque chose qui me frappe en tout cas. No, let's say, Je vais faire un petit discours d'abord et puis je vais poser une question. Donc le premier bâtiment, c'était le thème de l'humanité. Donc il y avait tout ça, il y avait le bâtiment, la Terre qui revenait. C'est un objet magnifique et puis à la fois tout à fait stupide parce que le récit est là. Ce n'est pas qu'il est sorti là de la Terre et que ça n'appartient pas à nos grands-parents. Lorsque l'on parle de ce genre d'argument stupide, l'objet est déjà là, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien me demander, donc, on a parlé tous ces débats essayer de processus permanent. Est-ce que vous diriez que ce bâtiment est une sorte de manifeste et qui devrait toujours être bâti sur cette espèce de prise en charge? Est-ce que nous avons un cabinet où nous essayons de leur réutiliser les choses? C'est une sorte de manifeste pour la réutilisation. On pourrait parler aussi également cette notion d'étagère, l'idée de le réutiliser. Cette étagère aurait toujours cette précision avec laquelle vous l'avez décrite. Est-ce que ce serait un manifeste pour cette prise en charge permanente? Et est-ce que c'est une façon intéressante de le voir? C'est très très précis mais en même temps très fragile ce que l'on a là. Disons qu'il change plus souvent, dans une sorte de cercle plus large. Oui, je crois que l'on partage cette fascination pour l'archéologie. Je ne sais pas où nous allons. Est-ce que c'est dans le temps ou est-ce qu'en fouillant dans la terre? Vous parlez de ces traits que l'on tire sur ces sites archéologiques lorsque l'on, n'est-ce pas, lorsque l'on fouille la terre, que l'on fait des fouilles et on a cette espèce de fil que l'on tire, qu'on fait des traits, c'est-à-dire l'idée c'est de creuser dans quelque chose qui est préexistant. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de différence entre le passé et le futur, c'est simplement ailleurs où ça se passe. Oui, effectivement, nous aimerions cette idée d'un projet permanent qui ne finirait jamais, cette prise en charge, ce besoin de repenser le même objet constamment, à nouveau, de façon permanente. Je crois que cela fait même partie de la méthode sur laquelle nous travaillons. Si l'on pouvait étudier un bâtiment pendant 10 ans, on pourrait le changer indéfiniment. On ne voit pas toujours le besoin d'arrêter cette modification, je crois. Bon, les clients ne sont pas d'accord, je pense. Et en général, ils disent, bon, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on peut finir là? Mais en fait, en parlant de la robustesse, ça a été une lutte acharnée avec les ingénieurs pour essayer de le conserver tout aussi robuste, solide. Parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était optimiser et réduire en fait l'épaisseur des poutres, les réduire. Et je pense que le bâtiment n'aurait pas la même puissance s'il n'avait pas cette robustesse. Ah, voilà. Donc, ces poteaux structurels, on imagine que ce sont des poteaux qui sont magnifiques, que c'est l'acropole, que ce sont les colonnes de l'acropole. Et donc, il faut que ça reste là. Et là, ce n'est pas une poutre. Non, c'est un mur suspendu, en fait. Voyez-vous, il disait oui. Eh ben, on lui disait oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut que vous l'imaginiez autrement. Peut-être
que vous avez l'impression que c'est inutile maintenant, mais peut-être que d'ici quelques années, ça deviendra utile. Donc voilà, ça c'est très difficile à expliquer. C'est quelque chose qui est complètement inutile aujourd'hui. Peut-être qu'à terme, ça peut devenir utile. Et ça, c'est nécessaire parce que souvent, nous mentionnons l'idée de faire des éléments qui soient neutres et souples. En fait, nous, on s'en fiche de la souplesse, ça n'a pas tellement d'importance. Il ne s'agit pas ici d'être capable de faire n'importe quoi ou tout est n'importe quoi. Simplement, il faut souhaiter faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc la souplesse, la flexibilité, c'est pas quelque chose de si intéressant si on prend un bâtiment de bureau complètement stupide et qu'on n'en fait strictement rien, c'est simplement ennuyeux. Ah oui, il faut donc le désirer. Non, il faut établir des conditions de façon à ce que les personnes soient forcées de faire quelque chose. Par exemple, vous avez envie de monter les escaliers, de monter les marches. Par exemple, je n'ai pas visité votre San Gimignano, mais j'imagine qu'on doit avoir envie de monter ces escaliers. C'est presque comme une petite montagne, il faut arriver jusqu'en haut. Et dans une certaine mesure, c'est bien au-delà de la flexibilité, de la souplesse. C'est au-delà de tout, c'est du désir, il faut simplement y aller. Oui, là aussi, cela n'a pas d'importance. Si on le met dans le contexte de ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec le changement climatique, alors que nous savons aujourd'hui que l'on démolir des structures actuelles et de les reconstruire dans la même position, cela n'est plus acceptable désormais. Donc cela donne un autre argument. L'idée de construire quelque chose de robuste, cela donne une deuxième vie qui peut être utilisée pour ce qu'il adviendra à l'avenir. Donc ce qui est triste à l'heure actuelle, c'est que c'est vrai, peut-être que cela va ensemble avec l'utilisation raisonnable et durable des choses, mais il s'agit également de résoudre des problèmes. Donc dans une certaine mesure, ça rappelle, cela, disons, parle à cette dimension politique des structures. Ce n'est rien de nouveau, puisqu'il ne s'agit pas de produire quelque chose de nouveau, il ne s'agit pas non plus de sauver le monde ou d'isoler les maisons telles que cela devrait être fait. Bon, si vous pensez à l'installation ISI, ce qui est beau de cela, c'est le projet intérieur des architectes, de Freaks Architects, des architectes qui sont un peu cinglés en fait. Ici, on a simplement mis le quadrillage noir, mais on a bombé, il y a une peinture qui est magnifique, bien entendu. Si on avait simplement, disons, un quadrillage sur du blanc, évidemment, l'effet serait différent. Et puis, vous avez vu les projets précédents sur les pierres, c'est pas si accrocheur, en fait. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'accidents. Donc, toutes ces couches qui se sont produites avant le rendent encore plus intéressant et montrent encore plus tous ces accidents que cela produit. Et cela ajoute une couche supplémentaire, en fait, et j'espère qu'il y en aura d'autres couches. Ça, c'est certain. C'est une question que j'aimerais vous poser. Je l'appelle des choix originaux, en fait. Ce sont des choix originaux. Ce sont une expression que Foucault a utilisée dans une interview qu'il a donnée. Il parlait de son écriture et il a dit que toute zone de connaissance ou même de créateur veut faire des choix propres, peut-être que dans ce domaine de connaissance qu'il habite, et peut-être que parfois ils sont extérieurs. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est que dans une certaine mesure, est-ce que vous pensez l'architecture de cette façon, c'est-à-dire que la façon dont elle surgit peut-être de contraintes économiques ou peut-être de choix ou de souhaits politiques, j'en sais rien. C'est de questions écologiques. Comment? Est-ce que vous avez une origine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui oriente votre pratique, ou est-ce que chaque projet, finalement, dans une certaine mesure, re-questionne? Est-ce que vous attacheriez votre architecture à des questions extérieures, politiques, écologiques, externes, économiques? Est-ce que cela, c'est un sens que je suis en train de vous dire? C'est une réponse très claire, oui, bien sûr, oui.
Mais est-ce que cela surgit de cela? Ce n'est pas toujours que de l'architecture. C'est une question qui se pose souvent. C'est une force directrice. Savoir d'où est-ce que cela vient, d'où est-ce que cela surgit. On pourrait dire que ce n'est pas purement de l'esthétique désormais, mais une façon de penser qui permet de créer. C'est-à-dire commencer à penser. Et puis, toute cette pensée originale, je sais qu'il y a toujours cette espèce de création, finalement, dans toute pensée, dans toute réflexion. Lorsque beaucoup d'entre vous vont commencer à travailler après vos études ou pendant vos études, dans un cabinet, tout le travail que vous allez réaliser à ce moment-là, je ne peux parler qu'à partir de mon expérience. Bien sûr, peut-être que... Bon, je vais parler de mon expérience, en fait. J'ai commencé à travailler, puis après 3 mois, j'ai dû abandonner parce que je n'arrivais pas à trouver cette sorte d'origine dans ce que je faisais. Dans les conditions de travail, dans une cabinet d'architecture classique, ne l'apportait même pas. On n'arrivait pas à avoir cette pensée profonde. Peut-être que c'était différent en France, j'en sais rien, mais peut-être que on appartenait à quelque chose qu'on pouvait partager. On ne parle jamais de la qualité du travail. C'est quelque chose qui apparaît dans les magazines. On a l'impression qu'on est assis devant, on se dit, bon, peut-être que désormais on est les héros, on est plus ou moins ceci, cela, mais peut-être qu'en fin de compte, quelque chose sur lequel nous travaillons, peut-être que l'on n'apporte pas de solution, mais une partie de cette solution, c'est de le remettre à chacun, d'avoir une voix qui soit plurielle, qui soit multiple, parce que très souvent, c'est simplement les conditions de travail. Et les conditions de travail dans le domaine de l'architecture a beaucoup changé. C'est-à-dire l'idée d'avoir un projet et pas simplement de rendre un service financé par payé plus ou moins à l'heure. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être envisager dans l'architecture, voir comment est-ce que l'on pourrait recréer nos conditions de travail, même dans notre pratique. Mais peut-être qu'on veut réaliser ce grand projet avec l'aide des institutions, mais alors à ce moment-là, ça serait quelque chose d'encore plus grand. Qu'est-ce que ça signifie, même du point de vue économique? Quel type de travail réalise-t-on? Peut-être parfois c'est pour gagner sa vie, mais pour simplement manger. Mais l'idée, peut-être, c'est de réunir des idées ensemble. Enfin, en tout cas, c'est mon questionnement personnel. Je ne suis peut-être pas arrivée au résultat, mais en tout cas, c'est un des sujets que l'on aborde et auxquels on réfléchit, en tout cas à l'heure actuelle. Et certainement, nous avons ce type de situation semi-luxueuse où on partage cet espace, notamment à l'ETH, à Zurich. On y va comme invité pour exactement les mêmes raisons, n'est-ce pas? Y aller là-bas en tant qu'invité parce que finalement, on est mieux payé que chez nous et on peut revenir chez nous et puis réaliser des projets ou donner à manger à notre famille. Mais l'autre aspect, disons le revers de la monnaie, c'est de se dire, finalement, est-ce que je ne serais pas attrapée, finalement, piégée dans ce travail d'artiste invité? Voilà, je crois qu'il y a toujours cette discussion sur les conditions de travail qui est toujours importante et à laquelle il faut réfléchir. Oui, je crois que probablement lorsque l'on discute et qu'on essaye de comparer ces conditions de travail, en dehors de tous ces liens qui unissent nos deux cabinets, c'est-à-dire que la situation dont on est parti était extrêmement différente et nous avons essayé de répondre finalement à ces contraintes, cette situation dans laquelle on se trouvait. Toi, parce que tu as besoin de développer ton projet ici en raison de cette disponibilité qu'il y avait à Berlin, et Berlin était une sorte de
comment dirais-je, de creuset, disons, de zone séminale. Et nous n'avons pas du tout eu cette chance-là. Nous avons été fascinés par cela, mais nous venons finalement d'un monde différent. Nous avons eu la chance qu'en France, finalement, nous avons une politique publique très forte pour les concours. Il y a des structures qui encouragent la jeune architecture et c'est comme ça que nous avons réussi à émerger, pourrions-nous dire, au regard de nos vieux maîtres. Nous savions exactement ce que signifiait l'architecture publique, n'est-ce pas, comme genre nouvelle, n'est-ce pas? Nous savons ce que la pouvait donner, mais nous sommes arrivés bien après, 10, 15, 20, 15 ans après, où finalement il y avait le même idéal, la même idée de ce que l'on pouvait faire pour l'environnement public, mais il n'y avait plus d'argent. Donc, il fallait donc réinventer quelque chose. Et on est un peu à moyen terme, hein, un petit peu ici. Les conditions ont énormément changé. Et il a fallu qu'on a dû s'adapter depuis l'intérieur du système. C'est-à-dire que on fait une sorte de pas à côté, un peu en dehors, finalement, et nous sommes restés à l'intérieur parce que la France a des institutions publiques extrêmement fortes et nous avons travaillé depuis l'intérieur. Je crois que c'est vraiment... Cela est dû nos environnements nationaux, urbains aussi. Nous avons commencé à travailler aussi de là. Peut-être une des conséquences pour l'architecture elle-même, c'est peut-être justement cet aspect public des bâtiments. Saclay, oui, évidemment, c'est un bâtiment public, mais même pour des projets de logement, on se dire comment peut-on exprimer l'aspect public d'un projet, par exemple d'un projet de logement. Est-ce que l'on voit les gens? Est-ce que depuis l'espace public, où est la limite entre l'espace public et privé? Nous avons cette discussion qui existe toujours sur des projet public, c'est-à-dire quelle est la partie publique du bâtiment, quel est son côté public, comment pouvons-nous l'exprimer, comment est-ce que les gens peuvent réellement échanger. Cela rappelle Archidoom ou Super Studio, c'est-à-dire que si l'on travaille à l'intérieur, on n'a plus besoin d'intérieur domestique. C'est plein de sens, de signification. On peut se dire qu'on a beaucoup trop de tout, en fait, finalement. Donc, ce que l'on recherche maintenant, c'est l'extériorité. Est-ce qu'on veut pouvoir voyager à nouveau? C'est difficile de voyager, d'aller dans des endroits qui soient complètement sauvages, nouveaux. En fait, ce que nous recherchons, l'idée, c'est pas forcément de construire des intérieurs désormais. Peut-être qu'on recherche peut-être l'extériorité, quelque chose, l'étrangeté, quelque chose qui est différent de nous, qui n'est pas comme nous. Nous voulons plus de différence. Voilà pourquoi que lorsque on réalise un projet, il faut penser à cette question du domestique, de la domesticité. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. On a toujours besoin de quelque chose d'intérieur, mais ce n'est peut-être pas ce que l'on recherche à l'heure actuelle. Ah oui, c'est très intéressant de parler de ça, parce qu'il y a quelque chose sur l'image. Lorsque l'on parle de l'image, il y a toute une série de photos de Luigi Gheri de 1973. Il a fait tout un petit livre. Gheri est très connu pour avoir été ce grand architecte photographe et là, il a photographié des cartes, des atlas, des cartes du ciel, et il a dit que c'était cette sorte c'était le seul espace qui restait pour voyager. C'est vraiment très post-moderne, un peu du style que Baudrillard, cette pensée très Baudrillard, c'est-à-dire que là, de cette façon, il a dit que le voyage n'est plus possible désormais, et finalement, on ne peut plus travailler qu'à travers les signes et les images. Et en fait, je pense que cela établit le lien, cela renvoie à ce que vous disiez. Nous voulons trouver des îles désertes où on est premier à mettre le pied
Oh, c'est très romantique. On vit tout nu, simplement, on n'a rien. Mais seulement l'iPhone. Bien sûr, on garde l'iPhone. Parce qu'il faut appeler les amis. On a envie d'appeler ses amis. C'est magnifique ici. Viens. C'est énorme. Il y a l'eau de la mer est si chaude. Hein, n'est-ce pas? On avait trouvé ces îles désertes. Nous rêvons tous de cette situation où on peut commencer à partir de rien et vivre avec les amis. Et bien entendu, c'est beaucoup trop grand finalement. L'intérieur est plus grand que l'extérieur. L'intériorité est beaucoup plus immense en fait, dans ces projets en particulier. On l'a vu à travers nos réunions hebdomadaires par Zoom, voir que l'espace peut être aussi vertical, si grand. On ne pense pas toujours de la même façon, tu ne penses pas de la même façon, tu penses différemment, n'est-ce pas? J'en suis persuadée, finalement. Voilà pourquoi je pense à cette île déserte. Peut-être que tu peux le penser différemment et que l'architecture permet cela, justement. Alors, est-ce que vous pensez avec des images, et un peu comme une remarque finale, est-ce que vous diriez que c'est à travers des images? Parce que c'est assez frappant que dans les publications que vous avez faites, vous avez commencé par un portrait, qui est un portrait purement synthétique, et nous habitons donc ce monde d'images dans lequel nous ignorons, nous ne connaissons pas l'état, le statut des images. Est-ce que vous, Muoto, c'est la même chose? Il faut regarder à deux fois parce que parfois, certaines choses sur les réflexions que vous menez, il y a des réflexions qui sont dans l'ordinateur, qui sont dans la salle, qui sont derrière les rideaux. Ce n'est pas une hyper-réalité à l'opposé de quelque chose qui serait virtuel, en fait. Il semblerait que tout soit ensemble. Je ne sais pas, c'est quelque chose auquel vous pensez, la prédominance des images, la façon dont vous vivez avec elles. Est-ce que vous les détestez? Vous avez envie de les tuer, finalement? Comment y faites-vous face, en fait? Ou simplement, vous n'y pensez simplement pas à ces images, finalement? Nous aimons les aspects extrêmes du spectre des images. Nous aimons les extrêmes, finalement. Lorsque on ne sait pas encore ce que signifient les lignes, mais qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. On ne sait pas si cette ligne, on ne sait pas où on va mettre les murs, où est-ce qu'on va faire finalement un quadrillage de Jefferson. Et l'hyperréalisme a quelque chose. Je ne sais pas. Non, je pose cette question parce que ça fait 1 an et demi que nous avons parlé à des images à travers des écrans, pas des gens, mais à des images de gens. Donc cela fait 1 an et demi que c'est notre monde. Nous avons été entourés d'images, mais même il y a 2 choses. Nous ne parlions pas à des images, mais les images étaient en mouvement. Et là, c'est une différence extrêmement importante parce que l'on peut regarder cela avec une description. Nous voyons des pixels, etc. Mais nous ne vivons plus dans un monde d'images fixes. C'est le vecteur du temps, c'est beaucoup plus en mouvement. Et même si l'on envoyait des photos, c'est maintenant sur des films. Tous ces médias, aujourd'hui, c'est le flux en fait d'images en mouvement qui nous indique à nous, les architectes, que l'objet qu'il décrit, qui est à un moment donné ici, qui est donc une image fixée. Et cela s'est dépassé finalement parce que nous avons besoin de ce concept de l'espace-temps. C'est quelque chose de Pauli, Jung, de leurs contemporains également, parlent de ce continuum de l'espace-temps. Et peut-être c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions, notamment cette prise en charge. Est-ce que le facteur temps est si important? Et c'est peut-être là la réponse à la façon dont nous appréhendons les images. Donc peut-être qu'il faudra faire des images qui ne sont pas finies la prochaine fois, inachevées. Oui, effectivement, lorsque l'on fait des dessins, lorsqu'il y a finalement des ébauches, parfois le cadre en métal est plus intéressant, finalement, parce qu'il y a beaucoup de possibilités lorsque l'on considère finalement l'encadrement en métal, lorsque l'on voit le résultat final, cette grande image, comme si
comme un photographe, réellement, c'est-à-dire d'un bâtiment qui n'existerait pas. Ouais, se dire, bon, c'est terminé. Comme tu l'as dit, on va d'un point à un autre, finalement. Je crois qu'on s'est éloigné de cette fascination pour les images. Il y a eu ce moment, mais ça ne fonctionne pas. Dès le départ, on a eu cette fascination pour les images, puis à un moment donné, on s'en est séparés. On s'est dit que finalement, il n'y avait plus tellement à en tirer. Je ne crois pas que toute cette représentation c'était avec ces représentations très compactes que l'on avait avant. Mais lorsque l'on fait des livres, n'est-ce pas? Et on est très satisfait avec cela. Je ne crois pas que le concept de l'image soit si important. Probablement, on a la capacité de produire tant de choses que cela n'est désormais plus si inspirant finalement. Les autres processus commencent probablement à être plus fascinants aujourd'hui, n'est-ce pas? La capacité à agir sur la politique, par exemple. On n'a pas forcément une image concrète de cela. C'est très abstrait. C'est un mode de vie, c'est la société dont on parle dans son ensemble. Par exemple, on peut penser à la construction, certains bâtiments dont on connaît les détails, on connaît les dimensions spécifiques dont on a besoin parce qu'on sait qu'à l'intérieur de cet espace, on est en mesure d'intégrer certaines fonctions qui vont fonctionner, c'est le cas de le dire. Et puis de l'extérieur, on peut être ailleurs et probablement nous ne travaillons désormais plus avec une image parce que l'image a besoin d'un projet particulier, spécifique. Alors, les élections, un exemple très banal. Il y aura des élections dans 2 semaines et c'était très clair depuis le début, il y a 3 mois. On s'est dit que ça serait les conservateurs, ça va continuer. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose. Et à un moment, disons il y a 3 semaines, le candidat des sociodémocrates et aussi le ministre des Finances, il y a eu une réunion à Venise, il a voulu visiter le pavillon de l'Allemagne et il a dit, bon, vous êtes venu parce que la Biennale a fermé. Pour vous, c'était une pause lors du G20. Et vous m'avez montré les choses pendant 1 heure, vous avez pris du temps. Et donc maintenant, c'est moi qui vais vous donner 1 heure. Donc on s'assoit. Qu'est-ce que vous aimeriez que je propose si je deviens chancelier? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? On lui décrit un certain monde qu'on aimerait avoir dans un avenir qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ancré dans ces hommes et ces femmes politiques qui souhaitent changer certaines choses. Et je lui ai dit, on voudra avoir un ministère indépendant du logement et de la construction, parce que maintenant, ce ministère fait partie du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est plus un ministère en tant que tel. Donc, la construction et le logement doivent avoir son propre ministère. C'est ce que je lui ai dit. Et il me dit, bien, d'accord, je vous le donne. Et donc, je lui ai demandé de l'écrire. Et a priori, il va devenir chancelier. Et donc, il devrait créer un ministère de la construction et du logement. Ça fait des années que ça n'existe plus. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que quand on construit une maison, on doit payer de la TVA? Pourquoi est-ce que le prix d'une maison inclut de la TVA? Si on construit des bureaux, on récupère la TVA.
Donc, construire des logements, ça coûte 19% de plus. Je ne sais pas combien est la TVA ici, 20, 25%. Mais en tout cas, c'est 19% plus cher qu'un bâtiment de bureau. La seule raison, c'est que les bureaux, ça fait partie d'une chaîne de valeur, alors que ce n'est pas le cas des logements. Mais on doit vivre, parce que sinon on ne peut pas être productif. Et ne nous dites pas que le logement est à la fin d'une chaîne de valeur. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Il me dit, bon, ok, je suis d'accord. On verra, j'en discuterai si je deviens chancelier. Donc, ce qui voudrait dire qu'au final, le prix de l'immobilier le prix de la construction d'une maison pourrait être réduit de 20%. C'est énorme. Et il y a une chance là qui se trouve au coin de la rue. Et ce qui ne va pas rendre les bâtiments des bureaux, s'il ne va pas augmenter le prix de 20%, alors il est intelligent. Mais c'est un social-démocrate. Eh bien, il faut saisir cette opportunité. Et peut-être que si quelqu'un souhaite saisir une opportunité de poser des questions ici, faire des commentaires, n'hésitez pas, nous avons un microphone. Merci pour cette discussion. Question sur l'identification. Vous avez parlé de liberté, de démocratie, et je me demandais si vous aviez une réflexion à propos de l'image du bâtiment une fois construit. Saclay, par exemple, c'est au milieu de la ville. Ça va avoir un énorme impact sur les utilisateurs, mais également sur les personnes qui vivent dans cette ville. Est-ce que vous vous demandez comment les personnes s'identifient à un bâtiment ou sur la signification du bâtiment pour les personnes qui vivent autour du bâtiment ou qui ne l'utilisent pas forcément? Si on prend les symboles des systèmes politiques et les plus autoritaires, et si on regarde les bâtiments qui symbolisent les régimes les plus démocratiques et libéraux. Alors, si on regarde les deux types d'architecture, eh bien, ça reste à peu près la même chose. Donc non, on ne réfléchit pas à ça. Je crois que le même bâtiment peut dire une chose et son contraire. Regardons l'architecture néoclassique, par exemple. C'est le symbole de systèmes politiques très différents, et donc ça change selon la culture, selon le pays, selon la période de l'histoire concernée. Ce que vous dites, eh bien, c'est très relatif, c'est très difficile à saisir. Donc c'est un choix de notre part de ne pas s'en préoccuper. Comme annoncé, nous, alors les méchants allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, on a inventé quelque chose. Le verre, la transparence, c'est quelque chose qui nous apporte une nouvelle lumière sur les personnes. Les personnes peuvent être vues à Bruxelles. Il y a eu un premier bâtiment de verre, le Bundestag aussi, en Allemagne, c'est en verre. Ça indique que nous sommes différents qu'Albert Brecht, qu'avant, qu'Albert Speer. Et donc, le verre, ça apporte quelque chose de différent. C'était une sorte de blague, évidemment. Alors, un autre exemple. En fait, dans le meilleur des cas, les voisins et autrui pourraient l'utiliser comme leur propre arme. Je ne parle pas d'esthétique là ou quoi que ce soit. Parce que ça, mais il y a un bâtiment qu'on a fait et on a agrandi les ouvertures parce qu'elles étaient trop petites. Et il y a eu 2 cas. Il y a eu des problèmes avec les locations, mais
c'est de l'auto-appropriation, un récit que les personnes peuvent partager. Et c'était un bâtiment qui était quasiment en ruine. En général, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas les plus intéressants, ils ne sont pas bien entretenus. Et donc, c'est un bâtiment qui est apparu dans les magazines. Les personnes se sont intéressées à ce bâtiment. Et les personnes se sont dit que oui, ce n'était pas une question d'esthétique, mais une question de revalorisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser un nouveau bâtiment, de jouer au basket, mais c'est l'idée d'avoir de l'espace qui est indéfini. Je suis convaincue que l'architecture peut apporter cela. L'idée, ce n'est pas d'avoir une signification. L'idée, c'est que ce sens, ce n'est pas qu'il n'y a pas de sens, c'est que le sens change. Et, bien, c'est un argument dans la discussion que nous avons maintenant. Mais les arguments changent. La contemporanéité. Peut-être que à un moment, ce ne sera pas le bâtiment qui apportera du sens, mais ce sera l'environnement. Je suis convaincue de cela. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Vous avez passé plusieurs semaines à interagir. Est-ce que vous avez découvert des désaccords? Et qu'est-ce qui a surgi de ces désaccords potentiels? Hier, ils ont commandé un repas où il y avait beaucoup de viande, et ça, c'était tout à fait normal. Non, nous sommes trop polis pour être en désaccord. On est trop civilisés, probablement. Les conditions de travail, les coûts de la vie à Berlin sont faibles et la qualité de vie est très bonne. Et donc, ça, c'est une différence. Oui, il y a des différences. Les prix de l'immobilier, même s'ils sont augmentés, à Berlin, c'est le cas, en tout cas peut-être pas à Munich, mais c'est la flambée des prix, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, dans votre question, il y a l'idée que on doit être d'accord, qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose. Et on a parlé de ça. Hier, on en a parlé à propos de la Suisse. Comment les personnes tombent d'accord, trouvent un consensus dès le début de la discussion. Je crois que ce dont nous n'avons jamais discuté du fait d'être d'accord sur le projet. Il fallait faire le projet, mais le projet, l'idée, ce n'était pas d'être d'accord. On ne s'est pas demandé à un moment ou à un autre, est-ce que tu es d'accord, toi? En fait, la discussion, c'était sur autre chose. Donc, il n'y avait pas forcément de désaccord. Avant les réunions, avant cette soirée, on a participé à des compétitions. On était en concurrence, on ne s'est jamais dit qu'on travaillerait ensemble sur quelque chose. Mais ça, c'est une partie intéressante. C'était l'échauffement, en réalité. C'est très prometteur, une commande ensemble. On n'était jamais en désaccord parce qu'on n'a jamais conçu de projet.
Et ça, c'est intéressant. On a juste discuté, raconté des histoires. Je veux aller au Mont Blanc, oui, je veux aller faire ci, faire ça. On a parlé de Viollet-le-Duc, de Mont Blanc, des ruines, on a parlé de Notre-Dame. Mais on n'a jamais parlé de ce qu'on doit faire dans 3 mois à la Cité de l'Architecture. En fait, on n'a jamais parlé de ça. Et c'est ça, en fait. Si on avait eu des désaccords, ça aurait été un point de départ pour avancer et parler d'autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas eu à concevoir quelque chose ensemble. Mais même quand ce n'est pas l'architecture, on essaye d'échapper à cette question de la conception. Il s'agissait de travailler ensemble, de façon collaborative, de trouver des protocoles pour travailler ensemble. Et si, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui conçoit, qui fait du design, tout le monde sera contre lui. Si on regarde ces livres, en fait, c'est pas très loin de cela. Je connais beaucoup de collègues qui finiraient toujours par se bagarrer. Donc il y avait un exemple très concret, projet Emmaüs. J'aurais été d'accord. Concernant le fait que ce bâtiment soit un bâtiment public, c'est très intéressant pour moi. Je suis en résidence ici à Paris, je travaille habituellement pour un studio à Berlin, je travaille sur le concept du réalisme et je n'ai jamais le droit d'entrer dans certains bâtiments. Et vous, vos clients pour Terrace House, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parfois, quand il y a trop de personnes qui veulent rentrer, est-ce que les personnes engagent quelqu'un pour garder la porte? Donc cet échange entre public et le privé, est-ce qu'il y a une négociation active avec vos clients? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un contrat? Est-ce que vous négociez? Alors pour le Terrace House et mes chers clients, eh bien non, je ne pourrais pas accepter de construire des extensions, par exemple. Il y avait quelqu'un qui voulait construire une extension dans le jardin. Mais mettre fin à ce côté public, eh bien, c'est un vrai crime. C'est un crime de lèse-majesté par rapport à l'intention qui était donnée. On ne veut pas clore cet endroit. Si vous allez à l'IFRI, je suis un grand fan de René Gasté. Et dans ce cas, les jardins restent privés dans son bâtiment parce qu'il s'agit de l'utilisation du bâtiment, de la qualité de vie, etc. sont bien plus publics. Et on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait, il y a des vraies différences. On peut passer des jours dans cet environnement. Et parfois, l'argument du jardin privé, eh bien, ça peut l'emporter sur l'espace public. Parce qu'il faut s'en occuper, il faut s'occuper des jardins publics et il faut former quelqu'un. On ne sait pas comment ça va se passer. Le fait que ça soit public, c'est une condition. Les choses peuvent être fermées et
public. Il faut faire la différence entre ce qui est public et ce qui est privé. C'est peut-être plus une condition vers laquelle on tend. À Saclay, par exemple, on voulait que la circulation vers le haut du bâtiment soit ouverte 24 heures sur 24. On voulait que ce bâtiment soit ouvert 24 heures sur 24. Les clients, évidemment, n'avaient pas envie de cela. Donc on s'est dit, OK, on ferme les escaliers en bas. Le problème, pour aller au premier étage, il y a 3 mètres de hauteur sous plafond, et donc n'importe quel basketteur peut sauter et y arriver. Bon, tout le monde n'est pas joueur de basket, mais ça a fait l'objet d'une négociation. OK, c'est fermé, mais avec un peu de force et d'entraînement, on peut néanmoins arriver au premier étage. On peut, à Berlin par exemple, le Berlin Block, il y a toujours une porte. Est-ce que on mettrait une protection à tous les types de bâtiments? Eh bien, ça dépend, pas forcément. Il faut vivre avec cette idée qu'on ne mette pas forcément de porte. On peut parler aussi du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Est-ce qu'on mettrait une porte sur le mur de Chine? Ben non. Chacun de ces projets, ce ne sont pas des modèles. On ne dit pas que tous les bâtiments d'une ville devraient ressembler à celui-ci. Certaines personnes souhaitent autre chose. Et pour le logement, c'est le problème qu'on a. On peut changer les cloisons dans un appartement, on peut modifier l'intérieur d'un appartement. On veut aussi changer d'appartement. Aujourd'hui, tous les appartements se ressemblent. Tout le monde a les mêmes appartements, 3 pièces. Du nord au sud de la France, tout se ressemble. Donc on veut leur apporter de la flexibilité parce que vous allez toujours habiter dans le même genre d'appartement. Donc ce dont on a besoin, ce sont des alternatives pour faire en sorte que les appartements soient différents les uns des autres. Et c'est ce qu'on peut essayer de proposer. Votre bâtiment avec les terrasses, c'est une alternative. On ne peut pas aller contre cela. Vous n'êtes pas obligé d'habiter là. Si vous n'aimez pas, eh bien, vous habitez ailleurs. N'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'il va falloir que nous levions la séance. Eh bien, il fallait que je dise quelque chose officiellement, disons que pour les institutions comme celle-ci, l'apéro après les boissons, c'est la partie très importante après la discussion, ne pouvait pas être offerte cette fois-ci. Donc il y a des bouteilles de bière froide cachées derrière le petit mur et vous êtes tous invités. Vous n'avez pas besoin de verres qui vont être lavés, etc. Voilà, un verre comme ça. Donc on va vous donner... Et elle ressemble à ça en fait. Et si quelqu'un souhaite avoir un scotch du Chatterton noir dessus, eh bien nous aurons beaucoup de plaisir à vous servir une bière personnalisée. Je suis désolée, mais il faut que nous nous arrêtions là désormais. Enfin, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien vraiment vous remercier très franchement, très, disons, du fond du cœur de cet échauffement très, disons, tonique. Et j'espère que vous serez appelés à réaliser un plus grand projet en France, peut-être en Allemagne, peut-être ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes donc invités à revenir. Je ne suis pas sûre que l'avion de chasse sera là. Je ne suis pas certaine, mais on pourrait essayer.
On inventera bien quelque chose, n'est-ce pas? Et puis, merci pour cette installation avec ce quadrillage qui nous offre une nouvelle lecture de l'espace ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et c'est peut-être le mot de la fin ici. Alors, merci. Et puis maintenant, je vais repasser au français. Merci à tous qui êtes venus ce soir et ça nous a fait très plaisir, comme l'a dit la présidente, de vous retrouver en live, en vrai. Et ça, c'est formidable. Donc revenez vite, ils vont nous imaginer une programmation pendant 3 mois, là vous allez voir. Et après, on passera à d'autres sujets, comme évidemment le logement, comme ça a été dit, housing and building. Voilà, je vous dis bonsoir en vous remerciant et à très vite.